Aujourd'hui, nous allons aborder la période hellénistique, qui chronologiquement suit la période classique et au-delà, évidemment, la période archaïque que j'ai pu traiter avec vous dans des cours précédents. Cette période hellénistique s'étend sur la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ et couvre 3 siècles, pratiquement exactement. Pour vous donner des dates plus précises, mais qui n'ont qu'une valeur évidemment, je dirais, pédagogique, vous vous rendez bien compte que pour toutes les dates, elles sont essentiellement conventionnelles, elles servent essentiellement à avoir des repères dans le temps, mais il n'y a pas évidemment de rupture dans la vie quotidienne des hommes. Pour vous donner donc des dates un peu plus précises, on part donc de 323 avant Jésus-Christ et on s'arrête, qui est la date de la mort d'Alexandre le Grand, et on s'arrête en 31 avant Jésus-Christ, donc vous voyez bien que ça fait vraiment 300 ans pratiquement, lorsque les romano-égyptiens, si je puis dire, sont battus à la bataille d'Actium, donc en 31 avant Jésus-Christ, donc ce sont les troupes de Marc-Antoine et de Cléopâtre VII qui sont battues par Octave. Voilà, ça c'est pour le cadre chronologique. Alors je vais peut-être revenir quand même un petit peu en arrière. Les cités grecques, vous vous en souvenez peut-être, dans le courant du IVe siècle, sont en déclin. À une période athénienne a succédé une période spartiate et puis une période thébaine, chaque fois avec hégémonie de chacune de ces 3 cités, depuis le Ve siècle. Au milieu du IVe siècle avant notre ère, un roi qui règne sur un territoire qui se trouve au nord de la Grèce continentale, à savoir la Macédoine, eh bien ce roi, Philippe II de Macédoine, va conquérir la Grèce et son fils, plus tard, une grande partie de l'Asie occidentale. Philippe II de Macédoine, dit également le Borgne, puisqu'il n'avait plus qu'un œil, va conquérir la Thrace et la Thessalie. Alors pour l'instant, je n'ai pas de carte de la Grèce, elle se trouve derrière, je peux peut-être vous déplacer pour quelques instants cette carte-ci, en essayant de pouvoir la remettre juste après. Voilà. Alors, la Macédoine est ce territoire, je ne suis pas gâté évidemment par le matériel. Alors, la Macédoine, c'est ce territoire qui se trouve donc au nord de la Grèce et qui a pour capitale Pella. Alors, je ne sais pas si on voit Pella ici. Voilà, ici. Évidemment, voilà, il faudrait un deuxième bâtonnet. Mais Pella se trouve donc ici. Ça va un peu plus. Voilà, là, voilà, Pella. Vous voyez peut-être. Pella. Alors, Philippe de Macédoine va conquérir d'une part la Thrace, qui se trouve au nord-est, dont on voit seulement une partie, et d'autre part la Thessalie, qui se trouve ici. D'autre part, il va marier sa fille Cléopâtre, parce que Cléopâtre est un nom grec et pas un nom égyptien, au roi d'Épire. Autrement dit,
Pendant son règne, il est parvenu à avoir directement ou indirectement dans l'orbite de la Macédoine un territoire extrêmement vaste qui correspond grosso modo, vous voyez, à la moitié du territoire actuel de la Grèce. Je dis bien de la Grèce présente. Alors, on va remettre ceci. Merci beaucoup. Voilà. Alors, par le fait qu'il possédait la Thessalie, Philippe II de Macédoine a pu s'ingérer dans les affaires des cités grecques. En effet, la Thessalie participait à une ligue de cités grecques et Philippe II de Macédoine a donc pu, de cette manière, participer, je dirais, à certaines décisions. Il va créer sa propre ligue, qui est la Ligue de Corinthe. Alors, Corinthe, c'est une cité dont vous vous souvenez certainement, qui se trouve le long du fameux golfe, qui porte le nom de la cité. Il va former cette ligue et va battre deux autres ligues grecques, la Ligue athénienne, la Ligue béotienne également, et lors de la bataille de Chéronée, en 338 avant Jésus-Christ. 2 ans plus tard, il meurt, en 336, et c'est son fils, Alexandre III de Macédoine, qui, alors qu'il n'avait que 20 ans, si mes souvenirs sont bons, monte sur le trône. Très rapidement, il va reprendre pour lui le projet de son père de conquérir l'Asie, autrement dit l'Empire perse. Vous savez, et ça c'est un vieux procédé qui a été et qui sera régulièrement utilisé dans l'histoire de l'humanité, lorsque l'on veut fédérer son peuple, sa nation, ou des nations que l'on a récemment conquises, on essaye de trouver un ennemi contre lequel il va falloir se battre et qui va permettre ainsi de regrouper des forces qui potentiellement étaient centrifuges. Par exemple, lorsque vous avez des conflits sociaux dans un pays, pensez au tsar Nicolas II en 1914, qui rentre en guerre contre l'Allemagne parce qu'il y a des tensions sociales importantes dans son pays. C'est une manière d'éviter des conflits sociaux et des conflits politiques qui risquaient effectivement de le mettre à bas de son trône. Pensons à une autre époque, ce qui se passe en 1870, lorsque le chancelier d'Allemagne, Bismarck, au nom du roi de Prusse, Guillaume Ier, désire fédérer les Allemands dans le cadre pour conclure l'unification de l'Allemagne, eh bien, Bismarck, après avoir battu l'Autriche à Sadova en 1866, eh bien, va s'attaquer à l'Empire français de Napoléon III. Tout cela pour fédérer les différents États allemands, il y en avait une trentaine à l'époque, la Bavière, la Saxe, des tas d'autres, le Bade-Württemberg, etc., le Hanovre. Et Bismarck, à ce moment-là, désigne un ennemi contre lequel tous les États allemands vont se battre, et ce qui permettra évidemment la proclamation de l'Empire allemand en février 1871 à Versailles. Eh bien, Philippe de Macédoine et son fils Alexandre vont procéder de la même manière.
pour fédérer les peuples qu'ils ont conquis et qu'ils ont même battus, donc, c'est-à-dire les Macédoniens sont mal perçus a priori par les Grecs, par les Thessaliens, par les Thraces, voire par les Épirotes, eh bien il faut trouver un moyen de les fédérer. Et le moyen de les fédérer, c'est de désigner un ennemi commun, ce sera les Perses. Alexandre le Grand Alexandre III, on ne l'appelle pas encore le Grand, bien entendu, à cette époque-là, Alexandre III de Macédoine va donc se lancer dans la conquête de l'Empire perse. L'Empire perse est un empire immense, vraiment immense. Je vais vous montrer ça sur la carte qui se trouve derrière moi. Alors, la Grèce, vous voyez, c'est ce tout petit territoire dans le sud-est de l'Europe qui a été unifié, je vous l'ai dit, par Philippe de Macédoine. Donc, avant sa mort en 336. Et Alexandre le Grand va se lancer dans la conquête de l'Empire perse, qui, tenez-vous bien, est de manière incommensurablement plus grande que ce petit territoire de la Grèce, souvenez-vous, qui comprenait près de 200 cités. Et ici, vous avez un empire qui couvre l'actuelle Turquie, l'Iran, bien entendu, une partie de l'Afghanistan, qui couvre une partie du Pakistan, qui couvre l'Irak actuel, la Syrie, le Liban, le territoire d'Israël et l'Égypte. Donc vous voyez que c'est un empire immense. Alors Alexandre, lorsqu'il se lance à la conquête de la Perse, il bénéficie évidemment de deux éléments qui sont favorables. D'une part, en Grèce, on se trouve devant un trop-plein d'hommes, plein d'énergie. Je parle en particulier des Macédoniens. Et dans l'Empire perse, vous avez un empire en déclin, un empire qui ne tient que essentiellement par la tradition, parce qu'il n'y a pas de sentiment patriotique. Dans l'Empire perse, vous avez des populations tout à fait hétérogènes, qui ne sont pas du tout unies par la langue. Je vous ai dit, il y a des Égyptiens, des Syriens, des Perses, des Mèdes, bien entendu, des populations anatoliennes, donc des populations qui n'ont strictement rien à voir entre elles et qui sont soumises aux tribus qu'elles doivent payer donc au roi des rois, c'est-à-dire à l'empereur de Perse. Cette armée du roi de Perse, ou d'empereur de Perse, est une armée donc qui n'est pas du tout homogène. C'est une armée qui est relativement faible et Alexandre va défaire en quelques années donc le roi des rois. Lors de batailles, la bataille du Granit, la bataille d'Issos, qui est représentée par exemple dans une mosaïque célèbre de Pompéi, où on voit face à face Alexandre et le roi Darius III, et puis la bataille d'Arbel, bien entendu, qui met le point final. Donc ces batailles se placent ici, donc la bataille du Granit ici, la bataille d'Issos ici, et la bataille d'Arbel ici, en Mésopotamie. Alexandre ne vit pas très vieux, il va mourir d'épuisement à 33 ans. Et lors de sa mort, son épouse Roxane, il avait de très nombreuses concubines, vous savez, il avait un véritable harem, son épouse Roxane porte dans son sein le fruit de leur amour, sans doute, c'est-à-dire
un fils qui naîtra de manière posthume. Comme Alexandre est mort, il s'agit effectivement d'organiser sa succession et il est décidé que ce fils, lorsqu'il naît, sera sous la tutelle du satrape de Macédoine, autrement dit du gouverneur de cette province, de ce royaume, de l'époque donc d'Alexandre. Il se fait que ce satrape, Cassandre, va tuer, lorsqu'il aura 11 ans, le fils d'Alexandre, et dès lors se repose une deuxième fois le problème de la succession. Dans un premier temps, ceux qui attendaient la majorité, si je puis dire, du fils d'Alexandre avaient pris une grande autonomie, ceci dit, une quasi-indépendance. Ce sont ceux que l'on appelle les épigones. Lorsque ce fils est assassiné, lorsqu'il a 11 ans, les grands généraux d'Alexandre doivent se mettre d'accord pour partager entre eux cet empire gigantesque. Ces successeurs d'Alexandre, cette fois, s'appellent les diadoques. Donc ne confondez pas les épigones et les diadoques. Très rapidement, ces généraux vont se donner le titre de roi. Le premier d'entre eux, c'est Ptolémaios, qui est un général qui avait obtenu, lors de ce partage, résultant d'un rapport de force, il ne faut pas croire que ça s'est fait à l'amiable, mais enfin le rapport de force était tel qu'il n'y avait pas le choix. Ptolémaios donc prend le titre de roi et il fonde une dynastie qui tiendra 3 siècles. Je vous ai parlé tout à l'heure de Cléopâtre VII, qui était donc l'amante de Marc-Antoine. Ils fondent une dynastie qui est donc la dynastie des Ptolémées. Sauf erreur de ma part, il y a eu, je crois que c'est 14 Ptolémées. Enfin, je vous dis ça de mémoire, c'est peut-être 14 ou 17, je ne sais plus très bien. On appelle également ces dynasties la dynastie des Lagides. Lagide vient du mot Lagos, qui était le nom du père de Ptolémée. Autre dynastie qui se met en place à ce moment-là, c'est la dynastie des Séleucides, qui tient son nom également d'un général d'Alexandre le Grand qui s'appelait Séleucos. Lui va devenir roi d'un immense territoire qui couvre, je dirais, plus des 3/4 de l'empire d'Alexandre et qui s'étend, je dirais, sur tout le Moyen-Orient, sur l'Iran, sur l'Afghanistan et sur la partie orientale de l'Indus. Et enfin, vous avez encore 2 autres royaumes qui se mettent en place à ce moment-là. C'est d'une part le royaume des Antigonides en Macédoine et enfin le royaume des Attalides à Pergame. Alors, je vous montre tout cela sur la carte. Donc, les Ptolémées, on les trouve en Égypte, mais vous savez bien que l'Égypte, à cette époque-là, n'a pas cette forme de carré. L'Égypte, c'est un territoire qui suit, en fait, le cours du Nil, mais Ptolémée obtient également, comment dirais-je, le territoire qui correspond maintenant à la Palestine, et il y aura d'ailleurs de nombreux conflits dans la suite de l'histoire de l'époque hellénistique, puisque les Ptolémées vont également occuper Chypre, la Cilicie, qui se trouve ici, dans le sud de la Turquie actuelle. À côté de ça, vous avez Séleucos qui se trouve à la tête d'un territoire immense, puisqu'il couvre toute cette région-ci.
Voilà, c'est lui l'héritier principal donc des conquêtes d'Alexandre. Vous avez les Antigonides qui se trouvent ici, donc en Macédoine, en Grèce, et puis alors vous avez le royaume des Attalides, ici, autour de Pergame. Il y a toute une série d'autres petits royaumes hellénistiques qui se mettent en place également, hein, en particulier dans ce qu'on appellerait maintenant le Turkestan, enfin donc, non, ce qu'on appelait jadis le Turkestan, qu'on appelle maintenant le Turkménistan, le Kazakhstan et l'Afghanistan. Ce sont d'autres royaumes hellénistiques. Alors maintenant, il s'agit peut-être d'essayer de comprendre quels sont les caractères de cette monarchie, que l'on trouve donc aussi bien, comment dirais-je, en Égypte que chez les Séleucides, les Antigonides et les Attalides. Le roi a tout d'abord une fonction guerrière. Alors, une fonction guerrière, cela signifie que le roi est roi parce qu'il remporte des batailles. Autrement dit, sa royauté et son titre de roi est lié aux victoires. Ça, c'est le premier élément. Il porte d'ailleurs le diadème. Alors le diadème, ce n'est pas une couronne, c'est en fait un bandeau qui est placé autour du front et que l'on noue derrière la tête. Ces diadèmes sont à l'origine effectivement des couronnes que l'on retrouvera par exemple au Moyen-Âge chez les rois en Occident. Donc ça vient de là. Il faut savoir également que le roi a une fonction sociale, nourricière. Le roi est roi parce qu'il fait des dons très importants à la population. Mais entendons-nous bien, ces dons sont le résultat d'un choix arbitraire du roi, lié bien entendu à des considérations politiques, mais qui viennent bien entendu d'une exploitation très importante des populations. On a fait le calcul des souverains, des revenus des souverains lagides, donc des souverains de l'époque ptolémaïque, 3e, 1er siècle avant Jésus-Christ. On a calculé que les revenus de ces rois macédoniens, qui sont devenus des pharaons, entendons-nous bien, ils sont devenus des pharaons, donc ils ont une fonction sacrée, si vous voulez. On a calculé que les revenus de ces rois macédoniens, de ces rois grecs en Égypte, correspondaient aux revenus de 750 000 ouvriers agricoles. 750 000 ouvriers agricoles. On a calculé également que les revenus de la terre du pharaon, de ce roi macédonien, lui permettaient de nourrir 500 000 personnes. Alors vous allez me dire, lui permettait de nourrir, mais il est évident qu'il y a un aller-retour qui ne se faisait pas systématiquement et complètement, tout d'abord, mais les paysans travaillaient sur les terres de ce roi, et donc s'il y avait redistribution, c'était simplement retour à la case départ, et rien d'autre, et encore retour d'une partie de ces produits agricoles à la case départ. Il est évident qu'on est dans un système d'exploitation, je ne dirais pas éhonté, parce que ce n'était pas vécu comme tel par les populations à l'époque, mais vous imaginez. Alors, si l'on fait la comparaison avec Athènes 2 siècles plus tôt, eh bien vous devez vous dire qu'on a calculé, en tout cas les historiens de l'époque hellénistique ont calculé que le rapport, le ratio était le même. C'est-à-dire qu'on a calculé que le PIB, le produit intérieur brut, d'Athènes, qui avait évidemment beaucoup moins d'habitants, je vous ai dit
à son sommet vers 435, excusez-moi, à Athènes, au sommet de son apogée, il y avait au maximum 400 000 habitants en Attique, donc dans la cité d'Athènes, dont sans doute entre 150 000 et 200 000 esclaves. À cela, il fallait ajouter les métèques, et que pratiquement le nombre de citoyens était en tout cas inférieur à 100 000. Ça, c'est tout à fait sûr. Peut-être 40 000, 50 000, puisque, comme vous savez, les femmes, les enfants ne votaient pas. Voilà. Mais donc, si on fait le calcul de la production de richesse à Athènes, aux 2 tiers du 5e siècle avant Jésus-Christ, et la production de richesse de l'Égypte, qui est un pays extrêmement riche au niveau de la production céréalière, ça nous paraît étonnant, parce que à l'heure actuelle, quand on pense à l'Égypte, on ne pense pas à la richesse, bien entendu, on pense plutôt que c'est un pays du tiers-monde. Mais tout simplement, pourquoi? Parce que nous sommes maintenant dans une société, je dirais, de type industriel. Voilà, alors qu'à cette époque-là, ce qui dominait depuis l'époque néolithique, comme vous savez, c'est la richesse agricole. Voilà. Maintenant, si vous comparez avec l'heure actuelle, parce que je vous ai déjà dit que l'histoire n'a de sens que pour comprendre l'évolution globale des sociétés et pour pouvoir, le cas échéant, faire des comparaisons avec l'heure actuelle. On parle beaucoup, et à juste titre, des salaires faramineux d'un certain nombre de patrons à l'heure actuelle, qui ont cru depuis une vingtaine d'années de manière considérable. Quand vous voyez, par exemple, dans la fonction publique, entre quelqu'un qui se trouve au bas de l'échelle, je dis bien dans la fonction publique, ici, je ne parle pas du privé, on parlera du privé après, et un haut fonctionnaire, le rapport est de 1 à 16. Dans le privé, maintenant, dans le secteur privé, il est passé, dans certaines entreprises, de 1 à 500. Autrement dit, entre ce que gagne un employé ou un ouvrier dans le secteur privé et ce que peut gagner un PDG, eh bien, il y a un rapport de 1 à 500. Donc, on est évidemment très loin des chiffres que j'ai pu vous citer tout à l'heure pour le roi de l'époque hellénistique en Égypte, qui est un rapport de 1 à 750 000. Mais je crois que ça vaut quand même la peine de montrer que cette société hellénistique est une société profondément inégalitaire, ça c'est sûr, mais la nôtre le devient de plus en plus. Alors, on a souvent dit que les souverains, les rois grecs de l'époque hellénistique, avaient été influencés par l'Orient. Puisque, lorsque l'on pense à Athènes, 5e et 4e siècle, le concept que l'on a en tête, c'est évidemment celui de démocratie. Et donc, la notion de royauté ne paraît pas effectivement conciliable avec cet idéal de démocratie. Il faut toutefois savoir que les rois hellénistiques ne se considèrent pas comme les équivalents de ces souverains orientaux, qui étaient effectivement des souverains qui avaient tous les pouvoirs, donc dans une situation conceptuelle qui est l'inverse du système politique à Athènes en particulier. Mais ces souverains se considéraient comme ne faisant que restaurer. Donc ils sont dans une idéologie conservatrice. Ils ne faisaient que restaurer la royauté grecque qui avait existé avant le 7e siècle, avant Jésus-Christ. Il y avait eu des rois en Grèce. Souvenez-vous tout simplement d'Iliade. Et donc en fait, ils sont dans une situation de restauration et non pas d'imitation par rapport à la royauté ou aux royautés orientales. Bien entendu, en Égypte, là la situation est un petit peu différente en effet. Alexandre va s'identifier aux dieux lors de son fameux voyage dans l'oasis de Siwa, au temple d'Amon, où il est
reconnu comme étant un véritable dieu, comme étant l'incarnation d'Amon, justement. Et les pharaons vont effectivement profiter, quand je dis les pharaons, donc les pharaons grecs, 3e, 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, ils vont associer donc à leur pouvoir de roi grec, macédonien, ce caractère divin, sans aucun doute. Mais pour le reste, ces monarques de l'époque hellénistique se considèrent comme des successeurs de la royauté grecque antérieure, justement, au régime démocratique qui ont pu exister dans certaines cités grecques, parce qu'entendons bien, vous savez que dans les cités grecques, il y avait des régimes multiples, il y avait des régimes aristocratiques, il y avait des régimes, la royauté existait par exemple à Sparte, mais il y avait la royauté macédonienne ou thessalienne, ou épirote en particulier. Voilà. Enfin, fonction également judiciaire, c'est la 3e que je vous cite, après la fonction comment dirais-je, politique, la fonction guerrière, la fonction sociale et nourricière, il y a maintenant la fonction judiciaire. Alors, le roi de l'époque hellénistique, les rois de l'époque hellénistique, ne se trouvent pas dans un système, bien entendu, où il y a séparation de l'exécutif et du législatif. Je vous signale que même dans la démocratie grecque, il n'y avait pas de séparation entre les deux. Je vous rappelle que c'était le peuple sur l'ecclésia qui était souverain, et c'était le peuple parmi lequel on tirait au sort, la plupart du temps, les magistrats. Certains d'entre eux étaient élus, vous vous souvenez peut-être des stratèges. Mais pour le reste, il n'y avait pas vraiment de distinction entre les deux. Ici, tout est rassemblé entre les mains d'un seul personnage, le roi. Donc le peuple n'a effectivement plus rien à dire. Ça, c'est sûr. Alors, lorsque ces rois hellénistiques ont conquis, comment dirais-je, lorsqu'Alexandre le Grand a conquis l'Égypte et la plus grande partie de l'Asie occidentale, eh bien, il s'est retrouvé devant de multiples peuples qui parlaient des langues différentes, qui avaient des religions qui n'étaient pas celles des Grecs, et qui avaient leurs droits. Et les souverains hellénistiques ont tenté d'unifier ce droit. Seul le monarque hellénistique pouvait le faire dans le cadre des nouveaux États créés. Mais, dans les faits, vous devez vous dire que les droits différents ont continué à fonctionner parallèlement. Et ça nous fait penser un petit peu à une thématique que l'on retrouvera en 2e, l'an prochain, lorsque les rois francs, au lendemain de l'écroulement de l'Empire romain, donc au 5e siècle et au 6e siècle de notre ère, vont conquérir tous ces territoires qui étaient jadis romains, ils vont se retrouver devant des populations d'origine ethnique différente et possédant des droits différents. Il y avait des Gallo-romains qui suivaient le droit romain, il y avait des populations éventuellement burgondes, vandales, visigothiques, ostrogothiques, etc., etc. Et donc ces rois, alors qu'à l'origine chez les Germains, les rois germaniques sont des rois de peuples. Ils ne sont pas les rois d'un territoire, je vous le dis bien. On est roi des Burgondes, on est roi des Francs, on n'est pas roi de Francie, on n'est pas roi de Burgondie, Bourgogne autrement dit, ça va. Et donc en fait, ces rois barbares du 5e et du 6e siècle vont devoir appliquer des droits différents en fonction de l'ethnie des populations qu'ils gouvernent. Donc ça veut dire que sur un même territoire, on va devoir appliquer le droit des Burgondes, le droit des Romains, etc. Donc plusieurs droits différents. Donc on est dans une société où il n'y a pas d'unification du droit. Je reviens maintenant à ce que je disais il y a quelques minutes. Le roi donc a une fonction judiciaire. Seul lui peut unifier le droit.
mais je vous ai dit, il ne parvient pas à le faire. Alors maintenant, on va essayer d'avancer un petit peu et de voir quelques éléments d'histoire urbaine. En effet, les souverains hellénistiques ont créé près d'une centaine de villes, je dis bien près d'une centaine de villes. En Égypte, il y eut très peu de villes créées. Vraiment très peu. La plus célèbre d'entre elles, c'est Alexandrie, bien entendu, qui a été créée en l'honneur d'Alexandre le Grand. Elle a été fondée et développée par Ptolémée, son général. Ptolémée s'est même arrangé, un petit peu comme les moines le faisaient au Moyen-Âge avec les reliques, pour se donner une légitimité, et aussi les moines au Moyen-Âge pour avoir des sous. Ptolémée s'est arrangé pour détourner le convoi funèbre d'Alexandre vers Alexandrie pour que Alexandre soit enterré, donc en terre d'Égypte. Alexandrie va devenir vraiment une grande métropole de l'Orient et va le rester très longtemps, certainement jusqu'à l'époque musulmane. Mais ces villes, on les trouve en grande partie en Asie mineure et surtout dans ce que l'on appelle actuellement l'Irak, donc la Mésopotamie si vous voulez, en Iran, en Afghanistan actuel et dans le sud de l'ex-URSS, donc la région du Kazakhstan et surtout la région, je dirais, du Turkménistan et ce qu'on appelait à l'époque la Transoxiane, qui était au-delà du fleuve Oxus. Ces villes, quelle est leur origine? Alors, leur origine est souvent militaire. Il s'agit de construire un poste frontière ou d'établir une garnison pour contrôler une région. Il peut y avoir aussi des raisons commerciales, bien que ces raisons commerciales soient venues plus tard et souvent se soient liées à la fonction stratégique dont je vous parlais il y a quelques instants. Très rapidement, en effet, des commerces, ou en tout cas des négociants, vont profiter de l'existence de l'établissement d'une garnison pour pouvoir y établir un nœud d'échange entre des régions parfois très éloignées. Maintenant, il faut savoir que de nombreuses villes ont été fondées de toutes pièces, mais d'autres ont souvent, par exemple, pour répondre aux besoins démographiques, c'est-à-dire, elles ont été peuplées de Grecs, de Macédoniens, mais un certain nombre de ces villes ont été fondées à côté de villes orientales déjà existantes. Vous en avez toute une série, comme ça, en Mésopotamie, et en Iran et en Afghanistan. Si vous regardez une carte reprenant les villes qui ont été créées, vous allez voir qu'il y a de très nombreuses Alexandries. Celle qui est restée, c'est évidemment Alexandrie d'Égypte, celle qui est chantée par Claude François, que vous connaissez bien entendu. Mais à côté de cette ville-là, vous devez vous dire qu'il y a eu plus d'une dizaine, une quinzaine, je crois, si peut-être pas plus, d'Alexandrie, un petit peu partout dans l'empire d'Alexandre. Il a même créé une ville qui portait le nom de son cheval, Bucéphalie. Mais les souverains séleucides ont créé des villes également à leur époque. Par exemple, les Séleucides, il y a plusieurs Séleucies qui ont été créés, en Mésopotamie en particulier. Même chose, plusieurs rois de ce royaume séleucide portaient le nom d'Antiochos. Et il y a plusieurs villes qui se sont appelées ainsi Antioche. Il y en a une qui est restée, qui va devenir effectivement une ville très importante à l'époque hellénistique, à l'époque romaine, et même, je dirais, pendant le Moyen-Âge, byzantin et musulman, Antioche. Voilà. Maintenant, quels étaient les rapports entre les Grecs
et entre ce qu'on pourrait appeler les indigènes. Eh bien, contrairement à ce qu'un grand historien helléniste du XIXe siècle, un grand helléniste allemand qui s'appelait Gustav Droysen, eh bien, il n'y a pas eu de fusion. C'était la thèse qu'il développait au XIXe siècle, de fusion entre les Grecs et les populations indigènes. Il n'y a pas eu de fusion. Les Grecs se sentaient très supérieurs aux populations qu'ils dominaient. Ils vivaient séparément. Il n'y a pas eu de mariage mixte, ou très rarement. Il y avait très peu de contacts dans la population, même sur le plan artistique. C'était très rare que qu'un Grec commande une œuvre à un artisan indigène ou vice-versa. C'était très rare. Il y avait très peu de contacts. Il n'empêche qu'une même langue a été utilisée dans les contacts internationaux dans l'ex-empire d'Alexandre, qui est ce que l'on appelle le grec commun, le grec de la koiné. Koiné, ça vient d'un mot grec, koinos, qui veut dire commun. Voilà. Alors le grec avait la fonction, je dirais, un petit peu de cet anglais basique que connaissent beaucoup de gens à travers le monde et qui comprend peut-être 400 mots. Voilà. Hein, quand vous voyagez en Chine, en Inde, etc., ben vous n'avez pas le choix, vous parlez anglais. Mais en général, vous savez très bien qu'une grande majorité des gens se débrouillent avec le basic English, hein, qui représente très peu de mots, hein, sur le plan lexical, ça c'est sûr. Voilà, mais ceci dit, il y a une grande, vie culturelle qui va se développer et dont je vais parler dans quelques instants. Mais donc, je voulais vous dire que les contacts entre Grecs et indigènes sont très rares. S'il y a eu influence et s'il y a eu contact, c'est pratiquement uniquement dans le domaine de la religion. On peut dire que les Grecs de l'époque hellénistique ne sont pas parvenus à faire ce que les Romains feront plus tard, c'est-à-dire d'étendre leur système politique à tout un monde et d'étendre la cité à l'ensemble des territoires qu'ils avaient conquis. Vous devez vous dire que les Romains sont partis d'une petite cité, c'est ce qu'on va voir dans un chapitre ultérieur, un petit village tout d'abord, qui est devenu une cité, enfin ce qu'on appellerait une ville, mais vous savez que dans l'Antiquité, le mot cité, c'est pas à proprement parler une ville au sens où on l'entend, c'est une bourgade, c'est une ville avec son hinterland, c'est-à-dire avec ses campagnes, hein, un territoire rural autrement dit. Eh bien Rome va partir de quelques hectares à un territoire comprenant plusieurs millions de kilomètres carrés. Ça, c'est Rome. Autrement dit, Rome va progressivement étendre sa citoyenneté à l'ensemble du monde antique connu, au point que la citoyenneté va être de haute lutte. En effet, au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, être accordée aux cités italiennes. Et puis, en 212 après Jésus-Christ, par l'édit de Caracalla, la citoyenneté va être accordée à tous les habitants libres de l'Empire. Donc les Romains sont parvenus à faire ce que les Grecs ne feront jamais. Les indigènes ne seront jamais des citoyens grecs. Ils ne participeront jamais à la vie politique des cités. Alors vous allez me dire, mais oui, il y a des monarques, mais est-ce qu'il y a encore des cités? Oui, il y a encore des cités. Mais ces cités, elles ont une autonomie et une liberté sur le plan local. Donc, elles sont autonomes sur le plan local, sur le plan politique local. Elles se dirigent elles-mêmes. Et même certains souverains hellénistiques se vantent de maintenir la tradition. Donc, vous voyez que l'idéologie nouveau de ces rois est une idéologie très traditionnaliste, qui veut restaurer la royauté, je dirais, au niveau supérieur, et poursuivre, continuer la tradition démocratique des cités, ou oligarchiques éventuellement. Mais en tout cas, ils sont très attentifs à cela. Ils portent d'ailleurs, ces souverains, des titres multiples, où on trouve souvent la notion de restauration. On trouve aussi la notion de sauveur, par exemple, des souverains qui s'appelaient Soter, qui veut dire sauveur, ou Philadelphe, etc. Ils portent de très nombreux titres
comme d'ailleurs les dieux de cette époque-là. Les Zeus, Apollon, etc., ont souvent un adjectif, une épithète qui leur est accolée. Alors je vous disais que sur le plan religieux, l'Orient a influencé le monde hellénistique, sans aucun doute. À l'époque classique, souvenez-vous, au 5e siècle et au 4e siècle, il y avait des divinités polyades, c'est-à-dire des divinités qui étaient des divinités protectrices de la cité. L'exemple le plus célèbre étant celui d'Athéna, qui protège Athènes. Donc il y a une divinité qui protège une cité. Voilà, ce qui n'excluait pas, bien entendu, les autres divinités, mais on se mettait sous la protection d'une divinité. À l'époque hellénistique, cette pratique disparaît au profit d'un intérêt pour les religions orientales, la religion égyptienne en particulier, et l'on se préoccupe plutôt que du salut de la cité à laquelle on appartient, puisque cette cité, de toute façon, elle est fondue dans un ensemble beaucoup plus vaste qui est un royaume, et on se préoccupe de son salut à soi. Autrement dit, l'époque hellénistique, à plus d'un égard, en tout cas à mes yeux, me fait penser très fort à l'époque actuelle. On devient très individualiste, y compris dans le domaine de la philosophie. Les philosophies, nous allons avoir cours de philosophie à partir de demain ensemble, les philosophies de l'époque classique, ce sont des philosophies qui s'intéressent en particulier à la place du citoyen dans la cité. Pensons à Platon, Aristote également. Aristote peut-être moins, mais certainement à Platon. Pensez surtout à Socrate. Pensez même aux sophistes. Tandis qu'à l'époque hellénistique, on se préoccupe de son salut. Et c'est ainsi que vers 300 avant notre ère, de nouveaux maîtres à penser apparaissent. Il s'agit d'Épicure, donc vers 300, et Zénon de Citium, qui est le fondateur du stoïcisme. Ce sont des philosophies qui cherchent à trouver des solutions pour le salut des hommes. Et c'est d'ailleurs en cela qu'on peut dire que, je dirais, le christianisme participe de la culture hellénistique. Donc vous voyez que, à plusieurs égards, comme je vous disais, on peut dire que l'époque hellénistique nous interpelle. Elle nous interpelle, je vous ai dit, sur le plan religieux et philosophique. On s'intéresse aux religions orientales comme, je dirais, depuis 68, on s'intéresse au bouddhisme, au tantrisme. Vous savez, en Europe, il y a des tas de gens qui pratiquent le yoga, pour des raisons évidemment peut-être de maintien de la forme physique, mais aussi parce que spirituellement on est intéressé par des religions ou par des philosophies, parce que vous savez que le bouddhisme n'est pas une religion mais une philosophie, qui permettent de trouver son bonheur individuel à partir de la méditation, de la réflexion, etc., etc. Donc les religions asiatiques, en tout cas je parle des religions d'origine indienne, ont un certain intérêt pour des Français, des Belges, des Anglais, des Américains à l'heure actuelle, sans aucun doute. Alors, je vous ai dit également que notre époque me semble assez proche de l'époque hellénistique, puisque je vous ai dit qu'il y a ce sentiment communautariste, contrairement à ce que Droysen disait au XIXe siècle, communautariste. Et je vous ai dit, il y avait les indigènes d'un côté, il y avait des quartiers de Grecs, mais ils ne se mélangent pas. Pensez un petit peu à la société américaine ou à la société anglaise à l'heure actuelle. Vous savez qu'il y a des compartiments dans les villes. Si vous allez à New York, vous savez certainement qu'il y a Chinatown, qu'il y a Little Italy, qu'il y a Harlem, le Bronx. Ces populations ne se mélangent pas. Vous êtes dans un quartier noir, puis vous êtes dans un quartier blanc, puis vous êtes dans un quartier de jaune, etc., etc. Si vous allez à Chicago, je crois que c'est un quart de la population d'origine polonaise. Si vous allez à Los Angeles, à San Francisco, c'est la même chose. Si vous allez à Miami, mais vous allez avoir des Cubains et puis des portoricains, mais ces gens-là ne se mélangent pas.
Ce sont plusieurs villes à l'intérieur d'une ville. Donc, quelque part, je trouve aussi que l'époque hellénistique nous interpelle à ce niveau-là. Donc, individualisme, communautarisme également. Je vous parlais tout à l'heure également d'une société profondément inégalitaire que cette société hellénistique. Je vous ai parlé du rapport de revenus entre le souverain et d'autre part Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire des paysans la plupart du temps, puisqu'ils représentent plus de 90% de la population. Eh bien, vous devez vous dire que les inégalités sociales étaient partout. Mais quand je dis inégalité sociale, c'est de fortes inégalités sociales, parce qu'il y en avait en Grèce aussi, à l'époque d'Athènes, bien entendu. Mais vous avez une société à deux vitesses. Il y a les très riches et il y a les très pauvres. Et vous savez que notre société est en train de devenir une société de plus en plus à deux vitesses. La classe moyenne tend progressivement à disparaître. Alors, il y a des gens qui faisaient partie de la classe moyenne, quelques happy few, et qui rejoignent la classe de ceux qui ont du capital, et puis la grande masse des gens qui faisaient partie de la petite bourgeoisie et qui ont des emplois précaires et qui se retrouvent devant des difficultés de plus en plus nombreuses. Il y a un concept que l'on utilise en Angleterre, que vous connaissez peut-être, c'est celui de travailleur pauvre. Donc ce n'est pas le fait d'être chômeur ou d'être sans travail qui fait qu'on est pauvre. Il y a des gens qui travaillent mais qui sont pauvres, comme au XIXe siècle. Vous avez déjà entendu cette expression certainement. Les travailleurs pauvres. Voilà. Et alors je voudrais encore vous faire un lien avec l'époque actuelle. Si vous prenez le roman, à cette époque-là, le roman naît à l'époque hellénistique. Eh bien, vous savez que ce sont les Grecs de cette époque-là, en particulier Ménandre, l'auteur de comédie, lui, pas de roman, mais de comédie, qui est l'inventeur du happy end. C'est-à-dire que, quand on écrit, il faut toujours que ça se termine bien. Ça nous fait penser tout de suite, évidemment, à la comédie américaine. Donc vous voyez que là aussi, cette notion de happy end, eh bien, est liée à l'individualisme, au bonheur individuel et pas un bonheur collectif d'une communauté dans son ensemble. C'est le chacun pour soi. Voilà. On pense à son bonheur, à celui de sa famille, bien entendu, mais on ne va pas au-delà. Alors vous voyez que j'ai essayé de vous tracer de vous peindre un tableau de cette société, en l'expliquant tout d'abord, parce qu'il faut expliquer les choses, mais qu'il y a toute une série de traits communs. Et comment ça se fait que dans notre société, dans cette société-là, on trouve des traits communs? Eh bien ça mérite d'être approfondi. Parce que vous savez que dans une société, tout forme système. Les éléments sont tous liés les uns aux autres. Donc, communautarisation, individualisme sur le plan philosophique et religieux, recherche du bonheur individuel, et puis j'aurais pu vous parler encore d'autres choses, et je vais terminer avec ça d'ailleurs, c'est que ce sont les Grecs de l'époque hellénistique, et en particulier Hippodamos de Milet, qui a inventé les villes en damier. Athènes, c'est pas une ville en damier, C'est un petit peu comme dans le centre de Nivelles, Ce sont des villes, des rues enchevêtrées. Eh bien, Hippodamos de Milet, à l'époque hellénistique, invente des villes en Asie mineure où toutes les rues se croisent à angle droit. Et l'origine de cela, c'est que l'on va inventer des villes nouvelles. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'une centaine de villes nouvelles. Et là, c'est la rationalité qui va primer. Donc les villes ne vont pas se former à partir d'un cœur, non. On décide, on va fonder une ville à tel endroit, et ça vous fait penser à quoi? À New York, bien entendu, qui est une ville en damier par excellence. On a beaucoup d'autres dans le monde, mais enfin à New York, vous savez très bien que la ville a été construite à partir du sud de l'île de Manhattan, progressivement, et alors c'est seulement dans le sud que vous trouvez quelques rues qui sont peut-être pas tout à fait, droites et perpendiculaires, mais très rapidement, après quelques rues, vous vous rendez compte qu'on a suivi un plan, qui est celui donc des villes, de villes rationnelles, avec les avenues qui coupent New York du nord
au sud, non, excusez-moi, attendez, maintenant, oui, du nord au sud, c'est bien les avenues, tandis que les rues coupent la ville d'est en ouest. Et c'est pour ça que c'est tellement facile pour les chauffeurs de taxi de s'y retrouver à New York, puisqu'il suffit de donner le nom de la rue, hein, pour savoir exactement où on se trouve, puisqu'elles suivent un ordre de la rue 1 à la rue, je ne sais pas, quand on est par exemple à Harlem, il y a la 125e rue où se trouve le fameux Cotton Club, là, au croisement de... Oui, pratiquement au croisement de la 125e rue et de l'avenue Martin Luther King, ou non, c'est le boulevard Malcolm X, enfin je ne sais plus très bien. Et donc, tandis que dans l'autre sens, vous avez quoi? La première avenue, la deuxième avenue, la troisième avenue, etc. Et donc, c'est très facile, évidemment, à se situer à New York. Hein. Il n'y a que quelques rues qui se trouvent tout à fait au sud, parce que quand on a créé la ville, on n'avait pas encore ce système-là, qui portent des noms. C'est le cas de Wall Street, hein, parce qu'elle n'a pas de numéro. Elle se trouve tout à fait dans le sud, hein, près de Battery Park. Hein, et là, elle porte le nom de... Donc, le mur, la rue du mur, parce que c'est là que se trouvait la muraille contre les Indiens qui pouvaient attaquer, hein, puisque les colons qui se sont établis là à l'époque des Wallons, puis ce seront des Wallons, hein, Cocorico, qui ont créé New York, hein, qui s'appelait la Nouvelle-Anvers, puis c'est devenu la Nouvelle-Amsterdam, et puis alors dans les années 1660, c'est devenu New York quand les Peter Stuyvesant, vous connaissez la marque de cigarettes, hein, a dû se rendre face aux Anglais, puisque lui c'était un Hollandais. Voilà, alors je vais m'arrêter ici pour la partie théorique. Maintenant, nous allons voir quelques livres. Comme d'habitude, alors, le tome 2 du monde grec de Will, que je vous ai déjà montré, je vous ai montré le tome 1, donc le monde grec et l'Orient, le 4e siècle et l'époque hellénistique, aux presses universitaires de France. Chez Larousse, Empire et barbarie, 3e, 1er siècle, écrit par Pierre Lévesque. La période hellénistique de Paul Petit en Que sais-je. Le monde hellénistique dans la collection Point de Pierre Cabanès, de la mort d'Alexandre à la paix d'Apamée. De Pierre Lévesque, encore lui, le monde hellénistique dans la collection U-Prisme. En fait, il s'agit d'un tiré à part de son grand ouvrage L'aventure grecque chez Armand Collin. Dans les grandes civilisations Artaud, la civilisation hellénistique de François Chamou. De Pierre Jouguet, l'impérialisme macédonien et l'hellénisation de l'Orient, dans la collection L'évolution de l'humanité chez Albin Michel. Alors, un ouvrage sur lequel je me suis basé, parce qu'elle a été mon professeur à l'Université de Bruxelles, Le monde hellénistique de Claire Préau, en particulier sur les multiples fonctions du roi, presse universitaire de France, alors un grand classique mais ancien, Histoire économique et sociale du monde hellénistique, dans la collection Bouquins chez Lafon, de Rostotsev, d'Arnaldo Momigliano, qui est sans doute je l'ai connu personnellement, j'ai eu l'occasion de me promener dans le parc du Luxembourg, dans les jardins du Luxembourg avec lui, qui était le plus grand historien de l'Antiquité dans le monde à l'époque, Arnaldo Momigliano, Sagesse barbare, chez Maspero. Alors, de Pascal Bayet, La vie quotidienne à Alexandrie, chez Hachette. Et enfin, pour terminer, de Geoffrey Lloyd, La science grecque après Aristote, donc chez La Découverte. J'ai oublié de vous parler, mais c'est pas grave, on en reparlera éventuellement dans le cours d'histoire de la philosophie, des grands scientifiques de l'époque hellénistique. Je pense à Euclide, bien entendu, pour la géométrie. Je pense à Archimède, dans le domaine de la physique. Hein, vous connaissez Eureka, parce qu'il a calculé qu'effectivement le volume de son corps dans une baignoire, mais effectivement augmentait d'autant le volume global, l'eau plus, son corps dans la baignoire. Et enfin, Ératosthène, que vous connaissez certainement par votre cours de géographie, qui a calculé donc le méridien, hein, en observant en particulier que les rayons du soleil, à la même heure, ne se trouvaient pas au même endroit lorsque l'on observait le fond d'un puits. J'ai dit.